Bonsoir, merci à tous d'être là. Nous allons donc commencer avec un tout petit retard cette soirée consacrée à Boualem Sansal, à la situation qu'il traverse, qui est la sienne, qui est aussi la nôtre. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et pour ouvrir le bal, Jean-Michel Blanquer va commencer le propos introductif. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être présents, d'être venus souvent de loin et de rester tard, tout simplement parce que vous êtes mobilisés par une cause qui le mérite. Quand je parle de Boualem Sansal, je dis toujours pour commencer qu'il y a beaucoup de choses à dire, et on va les dire, mais on peut tout résumer dans une phrase, une seule phrase qui est très simple. Un homme âgé de 80 ans, malade, est emprisonné à raison de ses idées. Ça mérite le silence qui suit. Un homme âgé de 80 ans, malade, est emprisonné à raison de ses idées. Cette phrase est tellement simple, elle s'est malheureusement déjà produite dans l'histoire humaine, mais elle est à chaque fois, avec la même simplicité, des gens se sont indignés, se sont mobilisés devant le caractère intolérable de cela. Parce que derrière cette phrase et derrière cette réalité, il y a non seulement l'homme Boualem Sansal, mais il y a tous ceux qui, aujourd'hui, en Algérie et ailleurs dans le monde, sont emprisonnés à raison de leurs idées. Et s'il y a bien un premier principe démocratique, c'est celui-là, c'est la liberté d'expression, celle dont nous jouissons, nous, ce soir, toujours, heureusement, en tant que Français. Rappelons que Boualem Sansal est citoyen français, en même temps que citoyen algérien. Et cette liberté d'expression, elle est fondamentale. Et si on cède sur cela, ça signifie qu'on est prêt à céder sur le reste. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'on cède peut-être un peu trop facilement aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, devant ces sujets-là. Là où la cause du capitaine Dreyfus paraissait nécessairement devenir consensuelle et unanime, d'ailleurs récemment tout le monde a été unanime pour le faire général, avec quelques décennies de retard, là où la cause de Nelson Mandela paraissait une évidence, et le paraît encore plus a posteriori, nous voudrions ne pas attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour comprendre que la cause de Boualem Sansal est de ce registre-là, c'est-à-dire le registre de la défense pure et simple de la liberté. Alors il y a 1000 autres choses à dire, parce que ce soir on va aussi parler de l'homme Boualem Sansal, de l'hommage qu'il faut lui rendre, quand bien même il n'aurait pas toutes les qualités que nous allons dire, en tant qu'écrivain, il mériterait notre mobilisation. Et ce soir, vous le savez, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir sa fille. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Je la remercie vraiment très vivement. Vous pouvez l'applaudir, Sabaya Sansal. Donc vous allez l'entendre tout à l'heure. C'est la première fois qu'elle s'exprime en français, en France, alors même qu'elle vit en République tchèque. C'est un très gros effort qu'elle fait. Elle le fait parce qu'évidemment, la cause le mérite. Elle a parlé dans les médias aujourd'hui, continuera à le faire. Grâce à sa présence aujourd'hui ici à Autun, il y a eu cette mobilisation médiatique. C'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons que la cause de Boualem soit entendue en France et dans le monde. Et c'est donc essentiel de pouvoir compter sur elle aujourd'hui et dans tous les temps qui viennent jusqu'à la libération de Boualem. Je ne vais pas être long puisque après moi vous allez entendre Arnaud Benedetti et Noël Lenoir. Comme vous le savez, Noël Lenoir est présidente du comité international, Arnaud Benedetti est secrétaire général. Je voudrais là aussi les remercier du fond du cœur pour tout ce qu'ils font depuis le début, en nous réunissant, nous tous, membres du comité international, en organisant une série de mobilisations comme celle que nous avons ce soir, et en créant cet esprit de fraternité entre nous qui est, je trouve, assez beau à voir parce que nous sommes une équipe au service d'un homme emprisonné. Et c'est évidemment une cause noble, elle-même illustratrice d'une chose que je vous disais tout à l'heure. Je ne voulais pas dire que la journée était
consacré à la raison et la soirée à la passion, mais je l'ai un peu dit quand même, c'est-à-dire la cause républicaine n'est pas seulement une cause rationnelle, elle l'est fondamentalement, mais c'est aussi parce que nous avons la passion de la raison et la passion de la littérature aussi, que nous soutenons la cause de Boualem-Sansal. Et puis pour terminer, tout ce que je viens de dire sur Boualem-Sansal signifie que c'est une cause universelle au sens que nous donnons en permanence à ce mot quand nous disons que nous sommes des humanistes républicains universalistes. Eh bien, ça se cristallise dans une affaire comme celle-ci parce qu'il est citoyen français, il est citoyen algérien, mais il est un être humain embastillé par un pouvoir qui n'est pas un pouvoir démocratique, il faut savoir le dire. Et cet homme embastillé représente le genre humain quand il est embastillé, comme Socrate représente le genre humain quand il est condamné à mort pour soi-disant corrompre la jeunesse. Entendez les arguments de ceux qui l'embastillent, ça ressemble terriblement à d'autres pouvoirs des siècles précédents, chaque fois que quelque chose de ce genre a été fait. Cette dimension universelle, elle est donc synonyme de dimension internationale. Boualem-Sansal n'est pas que citoyen français ou écrivain français. Il est aussi un citoyen universel et un écrivain universel, aimé comme tel dans de très nombreux pays. On pense à l'Allemagne, où il est traduit et très connu. On pense évidemment à la République tchèque, où tout récemment encore, il a eu un prix littéraire très important. Et on pense à tous ces pays qui se sont mobilisés. Et je voudrais insister sur ce point, parce que vous pouvez être aussi acteur de la mobilisation nationale et internationale, en parlant partout. On a su mobiliser des écrivains latino-américains, les meilleurs écrivains latino-américains actuels, des journaux espagnols, italiens, américains, d'autres pays encore. Cette dimension internationale, elle est essentielle, puisque ceux qui embastillent Boualem-Sansal veulent à tout prix que ce sujet soit un sujet de confrontation entre la France et l'Algérie. Mais c'est la confrontation entre un régime dictatorial et la liberté. Et toujours, un régime paraît plus fort qu'un homme seul, mais en réalité, un homme seul doit avoir le monde entier derrière lui, et c'est lui qui est le plus fort. Et c'est ça que nous devons faire sentir. Et si nous réussissons ça, alors Boualem-Sansal retrouvera la liberté. Nous n'écoutons pas ceux qui nous disent « soyez faibles et tout ira bien ». Nous pensons que c'est la force qui nous permettra de le libérer, et c'est la force de l'âme universelle qui est derrière ce grand homme qu'est Boualem-Sansal. Je vous remercie. Merci. Arnaud Benedetti, vous êtes le fondateur du comité pour la libération de Boualem-Sansal. Merci, cher Jean-Michel. Je crois que tu as dit l'essentiel sur la question du principe. En effet, nous nous battons aujourd'hui pour la libération d'un homme qui incarne un principe. Ce principe, il est assez simple, c'est la liberté d'expression. Or, Boualem-Sansal a cru qu'il pouvait être libre dans un pays qui n'était pas libre, l'Algérie. Il en paye aujourd'hui, malheureusement et douloureusement, le prix dans sa prison de Koléa. Une fois qu'on a posé le principe, il y a la question ensuite de la stratégie et tout simplement de la démarche que l'on mène pour justement faire en sorte que Boualem-Sansal puisse sortir de l'enfer dans lequel l'ont plongé les hiérarques algériens. Et c'est vrai que c'est une question qui s'est posée tout de suite, dès que le comité de soutien s'est créé. Nous avons créé ce comité de soutien très rapidement. Boualem est arrêté le 16 novembre. Fin novembre, le comité de soutien est créé. Noël Lenoir accepte d'en prendre la présidence. Et je vous demande de l'applaudir très fort, parce que le temps, l'énergie et les risques qu'elle prend sont considérables. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais une vraie question s'est posée, c'était de savoir comment occuper l'espace sans faire en sorte que cette occupation de l'espace gêne la libération de Boualem-Sansal. C'était une question d'ordre stratégique et très vite, on s'est aperçu dans ce comité de soutien où, je le rappelle, il y a plus de 20 nationalités. Je rappelle que Jean-Michel a permis à près de 30 grands écrivains sud-américains de nous rejoindre au mois de février dernier. C'est extrêmement important, évidemment, d'étendre la mobilisation au-delà des frontières à la fois nationales mais européennes. Mais
très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait finalement deux approches. Une approche à laquelle d'ailleurs on a souscrit au début, qui était une approche qui consistait à dire « ne faisons rien qui ne puisse à un moment donné exacerber encore plus un régime qui est déjà suffisamment exacerbé vis-à-vis de la France et de ce qu'elle représente à ses yeux. » On n'était pas dupes, on savait que le sentiment anti-français parmi les hiérarques algériens est un moyen de légitimer leur pouvoir, voire surtout un moyen de se donner de la cohésion, bien plus que de légitimer leur pouvoir, parce que l'homme de la rue algérien ne partage pas forcément nécessairement le sentiment anti-français des hiérarques algériens. Mais il y avait cette question-là. Et on a, de manière assez sage, je crois, au tout début, pris la décision, certes, de mener le combat médiatique, mais d'appuyer finalement la stratégie qui avait été la stratégie du pouvoir politique en France, de l'exécutif, c'est-à-dire une stratégie de retenue, de diplomatie de la retenue. Alors à un moment donné arrive l'heure où il faut faire le bilan de cette stratégie de la retenue. Il est factuel, il est implacable, et il est malheureusement au détriment de celui qui aujourd'hui est embastillé en Algérie. Boualem Sansal devait avoir un avocat français qui n'a jamais pu bénéficier d'un visa pour se rendre en Algérie. Certes, l'avocat qui est venu renforcer la défense de Maître Zimré, Maître Cornu-Gentil, a pu avoir un visa, mais il a eu un visa pour assister au délibéré qui en appelle condamné à 5 ans de prison ferme Boualem Sansal. Donc on voit finalement la façon dont les autorités algériennes estiment devoir être la capacité de défense et les droits à la défense qui sont des droits élémentaires. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, je rappelle, Boualem Sansal est français. Il est citoyen franco-algérien. Il doit pouvoir bénéficier de la protection consulaire. On a demandé à faire jouer cette protection consulaire, elle ne lui a jamais été accordée par les autorités algériennes. Vous avez là deux éléments qui clairement manifestent, en tout cas, la volonté d'obstruction permanente des autorités algériennes à des droits qui sont des droits élémentaires et fondamentaux. Et évidemment, le résultat a été que, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, dans un procès qui a duré 10 minutes, c'est-à-dire moins que les procès staliniens, les plus staliniens des procès staliniens, et il a été à nouveau condamné en appel à 5 ans de prison ferme, là aussi, dans une audience qui a duré 10 minutes. Donc clairement, ce que l'on peut aujourd'hui, ce dont on peut témoigner, c'est que la bonne volonté des autorités françaises, la retenue des autorités françaises n'a pas été entendue. Donc, à partir du moment où l'on reconnaît un arbre à ses fruits, et que ces fruits sont pour le moins desséchés, il est clair qu'il faut changer de stratégie. Et ça, c'était finalement quelque chose qui est apparu assez vite. Au niveau du comité de soutien, très vite, on a commencé à comprendre que vraisemblablement, il allait falloir pousser un peu plus loin les feux et être beaucoup plus ferme vis-à-vis des Algériens. Et l'autre question qui se posait, et qui est indissociable du rôle du comité de soutien, on nous disait, mais attention, ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop, parce que plus vous allez parler, plus, là aussi, vous allez exacerber les hiérarques algériens. Or, nous, ce que nous disons, les hiérarques algériens veulent bien évidemment faire taire Boualem Sansal. Ils l'ont fait taire puisqu'ils l'ont enfermé et embastillé dans la prison de Koléa. Mais ils veulent aussi faire taire ses soutiens en France et en Europe. Pourquoi ils veulent faire taire ses soutiens en France et en Europe? Parce que tout simplement, moins nous parlons de Boualem Sansal, plus nous oublions Boualem Sansal, moins Boualem Sansal est présent dans l'espace politico-médiatique, plus les autorités algériennes ont réussi leur pari, c'est-à-dire de faire taire ceux qui défendent Boualem Sansal et de faire en sorte que l'on va oublier Boualem Sansal et qu'il sera enfermé à jamais dans sa prison de Koléa. Donc nous avons fait le choix de parler
de ne cesser de parler, et parfois, il faut le dire aussi, de dire nos désaccords avec la stratégie qui avait pu être mise en place jusqu'à présent par l'exécutif. Il n'en demeure pas moins qu'on voit qu'il y a une évolution depuis quelques semaines et que nous nous en félicitons bien évidemment, parce que cette évolution nous paraît plus à même, en l'occurrence, et tous les experts, il y en a certains qui débattront ce soir, qui connaissent bien le régime algérien, nous disent que face à un régime qui a été forgé dans les soutes du soviétisme, à partir de 1962, il n'y a qu'un seul langage qui peut véritablement, à un moment donné, permettre d'infléchir les choses, c'est le langage du rapport de force. Donc, il faut se féliciter aujourd'hui que depuis maintenant quelques semaines, et depuis que le président Macron a écrit une lettre assez claire, me semble-t-il, à Bruno Retailleau, que l'on soit en train de changer de régime, de changer de braquet, et on espère bien évidemment que ça nous permettra d'arriver dans une échéance, on l'espère la plus courte possible, à une libération de Boualem Sansal. Mais on n'est pas dupe, on sait que ça va être encore, malheureusement, vraisemblablement encore assez long. Ensuite, autre chose, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que ce que révèle le travail qui est le nôtre depuis 9 mois, dans la difficulté et dans l'abnégation, c'est aussi les oppositions dont nous sommes l'objet, à la fois en France, mais aussi des oppositions qui sont parfois orchestrées directement par Alger. Je crois que c'est insuffisamment dit. Aujourd'hui, vous avez des proxys sur le territoire français qui agissent au service du régime algérien, qui sont des proxys numériques. Noël, qui est derrière moi, est depuis plusieurs semaines soumise à une campagne de cyberharcèlement sans précédent. Elle est menacée aussi, parfois, sur son téléphone, des messages anonymes. Et il y a des influenceurs qui, aujourd'hui, en France, servent et relayent le discours du régime algérien. C'est une réalité. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face et qui, bien évidemment, rend parfois assez compliquée et assez difficile la tâche qui est la nôtre, mais loin de nous impressionner, bien au contraire, elle nous convainc finalement d'être encore plus forts face à ce type d'adversité. Mais c'est une réalité que l'affaire Sansal, comme il y a eu une affaire Dreyfus, a révélé, me semble-t-il, ces derniers mois dans notre pays. Il y a, de ce point de vue-là, en effet, des forces qui, au service de la dictature algérienne, mènent des opérations qui sont des opérations que l'on peut qualifier comme des opérations de déstabilisation. Et l'affaire Sansal est, de ce point de vue-là, encore une fois, assez révélatrice de ce phénomène-là. Alors maintenant, j'en terminerai, la mobilisation qui est la nôtre va bien évidemment perdurer et s'intensifier. Une mobilisation politique. Moi, je tiens à remercier les parlementaires français, les parlementaires européens qui se sont mobilisés très vite. Dans le comité de soutien, nous avons plus de 400 parlementaires, quasiment toutes tendances politiques confondues, à l'exception de quelques-unes, qui ont voté une proposition de résolution à l'Assemblée nationale demandant la libération immédiate et sans condition de Boualem. Le Parlement européen, qui, dès le mois de janvier, a voté une proposition de résolution également demandant la libération immédiate et sans condition de Boualem. Le Parlement belge également, qui a voté une proposition de résolution dans ce sens. Donc, la mobilisation politique s'effectue. Il y a la mobilisation intellectuelle, la mobilisation littéraire, avec notamment l'opération qu'on a menée avec le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, autour de l'œuvre de Sansal. Il faut lire Sansal. Je crois que pour bien défendre Sansal, il faut le lire et justement inciter à le lire. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous annoncer que la prochaine foire du livre de Brive a désigné Boualem Sansal comme président d'honneur de cette édition. Et puis, il y aura bien évidemment l'action internationale. Et l'action internationale qui est absolument essentielle. Noël vous en parlera certainement après moi, et peut-être, et on y réfléchit, un certain nombre d'actions judiciaires. En tout cas, il est très réconfortant de se retrouver ce soir aussi nombreux. En effet, dans un moment de fraternité,
de fraternité intellectuelle, de fraternité amicale, de fraternité républicaine, et osons le dire, de fraternité française aussi. Je crois que c'est important, et je pense qu'en effet, il ne faut pas désarmer, parce que le combat est difficile, il est long, mais il faut le mener, parce que finalement, la liberté de Sansal, c'est aussi la nôtre. Je me souviens de ce mot de Daoud lors de la première soirée que nous avons conduite au théâtre de Strasbourg à Paris. Kamel Daoud, lui aussi, qui est victime de l'ire du régime algérien, avait dit « Un jour, la prison de Boualem Sansal sera la nôtre ». Donc il faut libérer Boualem Sansal pour que ce jour n'advienne pas. Merci à vous. Merci. Noël Lenoir, président du comité de soutien à Boualem Sansal, ancienne ministre. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors je vais être très bref parce que tout a été dit et excellemment dit. Je voudrais d'abord remercier Jean-Michel. Vraiment, nous sommes ici au laboratoire de la République, car Boualem, j'espère qu'il aura quelque écho de notre réunion ce soir, même tard. Boualem, c'est aussi les valeurs de notre République, c'est-à-dire le respect de l'autre, la liberté d'expression et le courage républicain. Donc un grand merci Jean-Michel. Alors tout a été dit et c'est vrai que cette soirée est quand même teinte d'une grande émotion grâce et à cause de la présence de Sabéa qui représente quand même un courage énorme, non seulement d'être ici, d'avoir interpellé les plus hautes autorités de l'État, les plus hautes autorités aussi de l'Algérie, d'avoir fait cette interview qui est quand même un défi qui est lancé à nos responsables politiques. Jamais on n'a vu dans l'histoire des otages un monsieur, qu'il soit âgé et très malade, est une autre caractéristique du caractère tout à fait scandaleux et injuste de l'incarcération, mais on n'a jamais vu, en tous les cas, de mémoire assez longue, on pense évidemment à Solzhenitsyn et à d'autres prisonniers d'opinion, eh bien, au XXIe siècle, un écrivain totalement inoffensif qui porte une parole universelle, une parole ferme et une parole universelle, devenir otage des relations politiques entre deux pays. Et je pense que l'incarcération de Boualem Sansal est une première. C'est une première pour la France. C'est la raison pour laquelle on est ici ce soir. Il faut que la France se bouge un petit peu plus. Et c'est aussi une première, car Boualem Sansal, comme ça a été très expressément dit par la présidente de la Cour d'appel qui l'a interpellée, avec des questions que j'ai trouvées absolument outrageantes, elle lui a dit « Mais pourquoi écrivez-vous et pourquoi est-ce que vos propos ne sont pas favorables au pouvoir algérien actuel ?» Et il a répondu « Mais Madame la Présidente, vous faites le procès de la littérature, c'est-à-dire vous faites le procès de la liberté d'expression et du métier d'écrivain. » Voilà pourquoi ce soir est une journée ou une soirée triste, parce que Boualem est à l'isolement total, il n'a aucune visite, sinon celle de son épouse, de manière très espacée et pour un très court temps, et on sait que c'est très dur pour lui d'être face à l'isolement, alors que pour ceux qui le connaissent bien, c'est vraiment l'homme le plus social et le plus sociable qu'on puisse imaginer. Donc c'est quand même une soirée de l'émotion, une soirée de la tristesse. C'est aussi une soirée de l'espoir, grâce à Sabéa. Je pense que le père doit être fier de ses filles, comme les filles sont fières du père. Et l'effort qui est déployé par le comité de soutien et par tous ceux qui l'appuient, qui sont ici ce soir, c'est aussi que Boualem soit un peu fier de nous, de ce qu'on fait pour lui, de ce qu'on fait aussi pour nous, c'est-à-dire l'idée qu'un être humain, ça n'est pas un pion, ça n'est pas un pion des relations politiques ou d'une dictature quelle qu'elle soit. Un être humain, c'est une voix. Et c'est cette voix, cette écriture, qu'on est ici pour défendre, parce que c'est un fait de civilisation. Alors sur le comité, tout a été dit. C'est vrai que l'action politique a été exemplaire. Je dois dire que quand on a fait cette manifestation du 25 mars aux portes de l'Assemblée nationale, j'avais jamais vu le président du Sénat se déplacer à pied du Sénat à l'Assemblée nationale pour rejoindre la présidente de l'Assemblée nationale
et faire un discours tonitruant, très engageant, assez agressif pour la libération de Boualem Sansal. C'est vrai que M. Larcher, on n'a pas l'habitude de le voir brandir le drapeau de la révolte. J'ai trouvé que c'était extrêmement parlant de la réactivité de notre pays et de la classe politique. Comme vous le savez, il y a 2 résolutions au Parlement européen, grâce à François-Xavier Bellamy, qui a été adoptée pour la libération de Boualem Sansal. Une autre résolution promue par Gabriel Attal et Constance Le Grip et votée par tout le monde, comme au Parlement européen, sauf par LFI, ça vous étonnera moyennement, pour la libération de Boualem Sansal. Il y a aussi, comme le disait Jean-Michel, la mobilisation des intellectuels. C'est très important, parce que les intellectuels appartiennent à une espèce de communauté universelle. Entre intellectuels, on se parle, on échange, quel que soit le pays, quel que soit le régime politique, quelle que soit la culture, beaucoup plus encore que les politiques. C'est très important pour nous d'avoir comme écho et comme soutien et comme combattants avec nous les intellectuels. Et puis il y a aussi les élus locaux, les écoles, les profs, ceux qui lisent du Sansal, peut-être un peu comme une provocation, parce que le message de Sansal, comme vous savez, il est assez fort. C'est un peu un prophète. Ce n'est pas un prophète du malheur, c'est un prophète lanceur d'alerte. Parce qu'il nous dit que jamais depuis des décennies, nous n'avons été confrontés, en Algérie d'abord, mais dans les sociétés occidentales, à l'obscurantisme, à l'extrémisme et au risque de basculement. On a presque basculé chez nous en France, mais grâce à Boualem Sansal, j'espère qu'on ne le fera pas. En tous les cas, ce qui est très encourageant, si vous n'avez pas lu toutes les œuvres de Boualem Sansal, mais je pense que 100% ici ont lu Le Village de l'Allemand, sachez que Le Village de l'Allemand, qui porte le message universaliste, mais aussi de combat de Boualem Sansal, a été produit en pièce de théâtre à Versailles, au Festival d'Avignon, maintenant à Paris. Et avis aux amateurs, ceux qui connaissent d'autres villes qui veulent produire ce message, donc cette pièce de théâtre et ce roman, eh bien, sont les bienvenus, parce qu'on aura déjà gagné ça. Sans ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ceux qui croient au ciel vont prier, ceux qui n'y croient pas vont aussi prier pour la libération de Boualem Sansal. Et merci beaucoup. Merci. Et j'invite maintenant Sabéa à me rejoindre. Et je vous demande de l'encourager vraiment chaleureusement. Sabéa qui est donc l'une des filles de Boualem Sansal. Sabéa, bonjour. Ah, il marche pas. Non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. On a eu ça déjà ce midi. Ouais, on va tenter celui-là. 1, 2, 3. Merci Sabéa. Merci beaucoup déjà de venir. Et je vais faire un petit mot introductif. Je voudrais dire à tout le monde que je vous remercie d'être venu ici pour soutenir mon père, et aussi moi un petit peu, parce que je suis un petit peu nerveuse. Je vous demande d'excuser mes fautes que je fais français. Tu es excusée avant même d'avoir commencé, s'il arrive que tu en fasses une, mais je ne suis pas certaine. Sabéa, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les dernières nouvelles que tu as eues de ton père? La dernière nouvelle, j'ai presque aucune nouvelle de mon père. La dernière nouvelle, c'est pendant le juillet, j'ai su qu'il a un nouvel avocat. C'est un Français, parce que le premier, le juif, était interdit.
par le régime algérien. Alors, il a eu un avocat français. Je ne l'ai pas encore contacté. Il m'a aussi pas contacté. Mais c'est le pas que je veux faire. Mais j'ai aucune nouvelle de sa santé, de comment se porte, de ce moral, de rien. J'en sais rien. Et ça date donc de juillet, les dernières nouvelles. Oui, oui. Et qui t'a donné ces nouvelles en juillet? L'avocat, de nouvel avocat, c'était M. Tcherny, qui est ambassadeur tchèque, qui est l'ambassadeur en Algérie. Et comment tu as appris, on va faire un petit saut dans le temps en arrière, comment tu as appris l'arrestation de ton père, de Boualem Sansal? C'est vraiment mignon, trop, je ne sais pas quoi. C'est ma mère qui m'a dit, comme la première, parce qu'elle suit toujours la vie de son mari. Parce que ça fait pas longtemps. Alors c'est ma mère qui m'a dit, oh, ton père est arrêté. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais qu'il écrit le livre, mais pourtant, il pouvait vivre en Algérie et vivre presque librement. Alors ça m'a étonné un petit peu. Alors, je pense que c'est grâce à qui a pris la nationalité française. C'est la raison pour moi qu'il est resté à l'aéroport quand il est rentré à l'Algérie. Tu penses que le fait qu'il ait eu la nationalité française, c'est ça qui a provoqué l'arrestation? Oui, parce que rien d'autre n'a changé. Justement ça, il a pris la nationalité française. Et peut-être parce qu'il a dit que la Sahara occidentale appartient au Maroc. C'est deux choses. Rien d'autre a changé. Alors c'est ça pour moi. Et tu es tchèque? Moi, je suis une tchèque. On a pu le dire. La moitié. Tu connais un petit peu l'Algérie? Tu as vécu en Algérie? Je suis née en Algérie. Après naissance, j'ai vécu 2 ans comme un petit bébé. Ma mère a retourné à Tchéquie. Et quand j'avais 16 ans, je suis repartie chez papa. J'ai resté jusqu'à 18 ans chez lui avec sa nouvelle femme Naziha. J'ai appris le français là-bas, un petit peu. En Algérie? En Algérie, oui. Oui, avec le dictionnaire, on fermait pour 3 semaines. Non, 3 semaines. 3 mois, j'étais enfermée dans une petite chambre et j'ai appris le français avec le dictionnaire. Je me suis fait des copains dehors parce que les femmes sont enfermées à la maison. Alors j'ai rencontré seulement les garçons. Et papa me laissait sortir avec eux. Oui. Et comme ça, j'ai appris un petit peu le français. Non, c'est pas vraiment universitaire. Ce niveau pas universitaire. Mais... Et après, donc à l'âge de 18 ans, tu es retourné en République tchèque. Oui. Tu as poursuivi tes études, tu as travaillé. Est-ce que tu es retourné ensuite en Algérie ou jamais? Jamais. Jamais. Mais on était toujours en contact avec papa. Je sais qu'il a acheté une maison près de Versailles. Nous nous sommes changés des emails, des messages. Nous nous sommes appelés. Toujours en contact. On dirait que c'était seulement moi. Un petit peu avec maman. Avec ma soeur. Pas du tout. Et quel regard tu portes? Qu'est-ce que tu penses de l'action du gouvernement français dans le cadre de la libération de ton père? Quel est ton sentiment là-dessus? Quel est ton regard là-dessus? J'attendais beaucoup plus. Parce que j'ai envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron
en coopération avec, l'ambassadeur tchèque et avec ma sœur. Nous n'avons reçu aucune réponse, ni publiquement, ni ministère Barrot, aucune réponse. Donc, ni de l'Élysée, ni du ministère des Non. Affaires étrangères. Non. Non. Ni en privé? Non, ni en privé. Malgré que je sais, parce que mon père m'a dit que je connais bien Emmanuel Macron, je le connais, je le mélange à Paris, je prends la nationalité française, blablabla, tu as une chambre dans ma nouvelle maison. Mais c'est fini hein, comme ça. Et comment tu expliques ce qui est arrivé à ton père, cette arrestation? Est-ce qu'elle t'a surprise? Comment tu la lis? Quel regard tu portes là-dessus, sur l'arrestation de ton père par le régime algérien? Ça ne m'étonne pas parce que je sais que les relations entre les deux pays sont pas bonnes. C'est vraiment... Oh, je ne sais pas comment dire. C'est pas bon. Alors, je le sais, le président Tebboune, je ne sais pas quoi penser de lui. Ça ne m'étonne pas. Donc, je n'étais pas étonnée, mais je ne l'attendais pas. Est-ce que tu as bon espoir? Est-ce que tu es optimiste, pessimiste quant à la suite? Parce que je n'ai reçu aucune réponse de la part de l'Algérie, de la part du gouvernement français. Je suis un petit peu désespérée, déçue. Et voilà. C'est ça. Et tu veux savoir comment... Et une dernière question, comment on peut t'aider? Le on étant les médias, étant la société civile, les Français dans leur ensemble, les intellectuels, est-ce qu'il y a les Français, mais aussi les Algériens? Il y a beaucoup d'Algériens en France opposants au régime. Qu'est-ce qui pourrait être utile pour toi, pour ton père? J'en suis pas sûre, parce que selon mon avis, le régime algérien devient presque fanatique, islamistique, vraiment. Emmanuel Macron a beaucoup de choses à régler qui ne concernent pas mon père. Alors je pense, je ne vois pas la lumière à la fin du chemin, du tunnel. Comment dire? Alors, je ne sais pas comment vous pouvez aider à nous. Je ne sais pas. En parlant peut-être déjà, pour ne pas qu'on l'oublie? On peut essayer de réfléchir de ça aujourd'hui ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je ne vois pas le chemin. On va essayer en effet de poursuivre la discussion dans ce sens avec les différents intervenants. Oui, parce que j'ai essayé de faire presque tout. Je me suis adressée au président Tebboune, au président Emmanuel Macron, à l'ambassadeur tchèque, M. Tcherny, la télévision, la radio, partout, et sans résultat. Je peux pas appeler papa, je peux pas la visiter, je peux pas l'écrire. J'ai essayé de lui envoyer une lettre avec les photos de mes filles, de nos familles, de ma sœur, notre famille. Je n'ai jamais reçu une réponse. Alors je ne sais pas quoi faire de plus. On va essayer en tout cas de réfléchir à notre petit niveau à tout ça durant cette soirée. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. On espère en tout cas au moins que cette soirée sera le signe d'un soutien et que tu saches quand même que tu n'es pas seul. Mais, oui, beaucoup de gens me conseillent, voyage là-bas, va voir ton père. Moi, je ne suis pas sûre que ça peut aller. Que je suis
Oui, oui, mais je ne pense pas que ça se pourrait passer. Le voir, personnellement, je ne pense pas. Et aussi, je perds parce qu'ils me prennent comme une Algérienne. Parce que comme une fois, je suis la sœur d'un Algérien, je suis immédiatement une femme algérienne. Alors si j'entre là-bas, ils me peuvent emprisonner immédiatement aussi à l'aéroport. C'est difficile. Moi j'ai 2 filles. Ma vie ici, pour moi, c'est un petit peu, je le considère comme dangereux. Et ça ne sert à rien, je pense. Il faut que je commence à parler aux gens qui peuvent faire quelque chose. C'est qui? C'est Emmanuel Macron? C'est Tebboune? C'est qui? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Sabea, d'avoir pris le temps de venir et de cette conversation. Et puis, on va poursuivre la soirée. Moi, ça va plus tard. Je vous remercie. Et pour tenter de démêler tout ça, autant que faire se peut, j'appelle au tableau l'essayiste Raphaël Enthoven. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être bref parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, il va se passer beaucoup de choses ce soir. Donc je ne vous retiendrai pas longtemps, je suis venu enfoncer des portes ouvertes, ou plutôt fermées, je ne sais pas. Et rappeler d'abord qu'un pays qui enferme un écrivain est un pays qui s'enferme lui-même. Une tyrannie qui condamne un écrivain se condamne elle-même. Et quand on s'en prend à la liberté de mouvement ou à la liberté d'expression d'un homme, c'est à la liberté de penser qu'on s'attaque. Parce qu'il est 2 libertés. D'abord, il y a la liberté de se déplacer où on veut, la liberté de dire ce qu'on veut, la liberté qui s'arrête où commence celle de l'autre et dont on peut mesurer le champ d'extension. Et puis, il y a l'autre liberté. La liberté qui commence là où commence celle de l'autre. L'autre liberté, c'est la liberté d'imaginer ce qu'on veut, celle de vouloir ce qu'on veut et de n'avoir aucun compte à rendre pour ça. Or, quand on s'en prend à la première, c'est toujours la seconde qu'on vise. L'enjeu de l'enfermement de Boualem-Sansal n'est pas seulement de priver de mouvement un homme de 80 ans contraint de soigner son cancer en prison. L'enjeu de son enfermement est de le priver d'imagination, de le dissuader de faire son métier, de raconter des fables, d'emporter l'adhésion d'un lecteur inconnu, d'inventer des mondes ou de poser un diagnostic sur le sien. L'enjeu de son emprisonnement, c'est de le réduire au silence intérieur. C'est la raison pour laquelle la meilleure réponse à apporter à la dictature, eh bien, c'est de lire et de relire et de diffuser les livres de Boualem-Sansal parce que leur existence même les rend fous. Parce que les Algériens, en l'occurrence ceux qui le tiennent en prison, haïssent le miroir qu'on leur tend en dévorant des livres qui défendent l'incroyance et la liberté. L'Algérie peut enfermer Boualem-Sansal et se couvrir de fange aux yeux du monde en le faisant, mais elle ne peut pas le réduire au silence. Elle ne doit pas le réduire au silence. Et son œuvre parle pour lui. Le succès de ses livres est une parfaite migraine pour la tyrannie. L'échec du pouvoir algérien, la défaite du pouvoir algérien face à une œuvre dont la diffusion a été multipliée depuis qu'on a enfermé son auteur, cette défaite en rase campagne est à elle seule un message d'espoir. Le calvaire de Boualem-Sansal est une tache écarlate sur l'Algérie, une tache que rien n'effacera et qui augmente chaque jour et qui s'approfondit à mesure qu'on lit ses livres et que Boualem reste enfermé. Lire,
c'est résister, c'est opposer à la tyrannie le rempart de la liberté de rêver ou d'être touché. Un tel rempart n'a pas la fermeté d'un mur, mais il a la dureté d'une mémoire. Et il faut croire à la puissance subversive des livres. Boualem Sansal, c'est l'oiseau que le roi voudrait tenir au bout de son fusil. L'impuissance du roi, c'est l'État algérien face à l'écrivain qui l'enferme. C'est une bande de militaires inaptes à enrayer la sympathie mondiale qu'ils ont suscitée pour leur proie. Bref, c'est la vieille rancune du pouvoir contre la puissance. En un sens donc, Boualem Sansal est plus libre que ses geôliers. Mais bien sûr, ce n'est pas une raison pour baisser les bras, ni pour laisser en paix les salauds qui, pour se faire une vertu, estiment que Boualem Sansal est, citation, un auteur suprémaciste et un écrivain d'extrême droite. Je ne vous dirai pas que c'est Sandrine Rousseau qui a dit ça, mais je le dis quand même. Non seulement ces gens parlent de ce qu'ils ignorent, car il suffit de lire un paragraphe de Boualem Sansal pour savoir à qui on a affaire, mais ils mettent leur ignorance au service de l'enfermement d'un artiste. Prenons par exemple 2084, où Boualem Sansal décrit le fonctionnement d'un système totalitaire ordonné par le culte du dieu Yola, dont Abi est le délégué terrestre. Dans ce monde absolument fermé sur lui-même, entre la création d'un langage nouveau, la construction d'un bouc émissaire, la surveillance et le quadrillage de la population par la population elle-même, Boualem Sansal décrit l'émergence du doute chez un agent du régime qui découvre le bonheur de laisser courir son imagination et entrevoit la réalité des méthodes pour faire de l'homme un croyant diligent. C'est de Orwell que Sansal hérite ici, et en héritier d'Orwell, il se penche sur la façon dont l'intimité d'une pensée déjoue les procédures de surveillance et la duplicité salvatrice du citoyen qui contrefait la soumission pour tromper ses juges. Et Sansal invente même un verbe merveilleux, mécroire. C'est le verbe qu'il forge pour décrire celui qui se découvre mécréant dans un univers saturé de lâcheté et de religion, et qui fait l'expérience de sa liberté sous la forme d'un doute, et pour finir, d'une remise en cause totale d'un système tout-puissant. Mécroire, c'est refuser la croyance dans laquelle on est inscrit d'office et la bigoterie sans laquelle la religion disparaît. Car le héros qu'il met en scène, Ati, dans le livre, en 2084, sait qu'il est impossible de triompher du système. Seulement, il sait aussi que la vraie victoire est dans les combats perdus d'avance, mais menés jusqu'au bout. La révolte intérieure ne dépend pas de l'issue du combat. Que le système le détruise, l'efface, le retourne, le soumette, l'enferme et le tue, il ne saurait empêcher que le rebelle meure avec un rêve de liberté dans le cœur. Là est la vraie victoire, la longue victoire, dans une résistance que rien n'épuise. Sansal, c'est de la dynamite. C'est l'incroyant engagé qui rejette l'écrasement de l'homme par la religion. C'est le grand écrivain qui, depuis sa prison, rejoint la cohorte des exilés. Et tandis que nos édiles rivalisent de lâcheté, brandissent des drapeaux iraniens ou présentent le voile comme un embellissement, tandis que nos députés insoumis réclamaient à corps et à cri la libération de Georges Ibrahim Abdallah, mais pas la sienne, les livres de Sansal répandent à bas bruit l'antidote du courage et de l'obstination. La liberté était là, écrit-il, dans la perception que nous ne sommes pas libres, mais que nous possédons le pouvoir de nous battre jusqu'à la mort pour l'être. Merci. Merci. Et merci à Rila Sainouch pour ces dessins que vous voyez projetés, qui est dans la salle et qui prendra la parole quelques minutes plus tard. Je vous propose de passer à la table ronde, à la petite table ronde, qui sera plutôt synthétique. Et pour cela, j'appelle à me rejoindre le journaliste Philippe Val, la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, F. Cheftel, Galina Elbaz, avocate à la LICRA, et le journaliste au Point, Brice Couturier. Merci. Alors, cette table ronde a été intitulée « Liberté d'expression entre urgence et courage ». Tout un programme.
Je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, Philippe Val, avec une question qui permettra certainement de poser un cadre. Qu'est-ce que cette affaire Boualem-Sansal, si vous me permettez l'expression, et sa réception nous disent de l'évolution du champ intellectuel en France? Eh bien, l'affaire Boualem-Sansal nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que Boualem exagère. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu alors qu'il est algérien. Or, chez nous, un bon Algérien est musulman et croyant. Boualem exagère parce qu'il déteste les intégristes et qu'il va jusqu'à nous donner des leçons, à nous, Français, en prétendant qu'on se fait berner par des musulmans qui détestent la France et la République. Boualem exagère parce qu'il aime la France et la République, alors qu'un bon Algérien, chez nous, déteste la France et la République. Boualem exagère parce qu'il est allé en Israël et qu'il a dit du bien de la société israélienne, alors qu'un bon Algérien, chez nous, est antisémite et déteste l'entité sioniste. Boualem-Sansal exagère parce qu'il a écrit un livre sur la complicité entre les nationalistes musulmans et les nazis, alors que nos intellectuels les plus prestigieux, de Jean-Paul Sartre en tête à Jean Genet en queue, n'avaient pas remarqué qu'il soutenait des factions arabes financées par de l'argent nazi. Boualem-Sansal exagère parce qu'il se prétend un écrivain français, alors qu'il n'a pas applaudi aux attentats du 11 septembre, contrairement à notre écrivain national Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Boualem-Sansal exagère. Boualem-Sansal exagère parce qu'il a rappelé un fait historique sur la frontière algéro-marocaine. Or, chacun sait que les faits historiques sont d'extrême droite. Et il voudrait qu'on le fasse sortir de prison. Eh bien, il exagère. Il exagère parce qu'il prétend que dans les années 90, il y a eu une guerre civile en Algérie qui a fait 150 000 morts, alors que notre gauche universitaire et le gouvernement algérien ont décrété que non seulement cette guerre n'avait jamais eu lieu, mais qu'il ne fallait pas en parler. Boualem-Sansal exagère parce qu'il a pris François Imray comme avocat, et François Imray est juif. Or, Boualem sait très bien, il le sait très bien, que le gouvernement algérien n'est pas antisémite du moment qu'il n'y a pas de juifs. Boualem-Sansal exagère. Ce serait un militant politique, un idéologue, un opposant encarté. Son arrestation aurait été un scandale, mais il n'est rien de tout cela. Il n'est qu'un écrivain, un pur écrivain, un grand écrivain. Ce n'est pas un militant qui croupit en Algérie. C'est la littérature, votre littérature, notre merveilleuse littérature qui secoue les barreaux de la médiocrité. Boualem-Sansal exagère, parce que tous les jours, du fond de sa prison, il nous donne une leçon de liberté. Merci. Cheftel, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur la position de la presse, des médias, de manière générale, dans le traitement de cette affaire Boualem-Sansal, du cas Boualem-Sansal? Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs qui vous ont surprise ou au contraire qui ont confirmé des idées que vous aviez déjà à l'esprit? Même si j'étais assez jeune, adolescente dans les années 90, on en a parlé avec Philippe justement tout à l'heure, en réalité, on n'est pas tellement surpris par le peu de soutien quand même relatif de la presse à l'égard de Boualem-Sansal, parce que c'était déjà le cas pendant la décennie noire. Il y avait soit effectivement le silence ou le déni, ou bien une partie de la presse qui distillait la thèse d'une responsabilité des services secrets algériens dans les atrocités commises par les islamistes pour mieux disculper les islamistes. La thèse de « mais c'est beaucoup plus compliqué que ça », qui consistait finalement à renvoyer dos à dos les deux parties. Et à l'époque, c'est vrai que Jean-François Kahn, par exemple, fut une des rares voix en France à prendre position dans Marianne. Et c'est pour ça que je suis fière et que l'on poursuive ce combat et
grâce à Rachel notamment, qui a courageusement, qui fut la première donc à révéler l'arrestation de Boualem Sansal. Et depuis, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du cas de Boualem Sansal et de Christophe Glaise aussi, dont je voudrais quand même dire un mot, puisqu'il a été condamné en juin dernier à 7 ans de prison, au-delà de ce cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de porter la voix des démocrates algériens en France, en Algérie bien sûr et en France, pour raconter, et c'est ce qu'on fait dans les pages de Marianne, quasi, je dirais, au moins une fois par semaine, si ce n'est pas plus, depuis Paris et depuis Alger. On ne peut pas en dire beaucoup plus, pour des raisons évidentes de sécurité, mais de raconter l'oppression qu'ils subissent, parce qu'en fait, Boualem Sansal, c'est vraiment la pointe émergée de l'iceberg des atteintes aux droits de l'homme qui sont massives aujourd'hui en Algérie. Il y a des poètes qui sont jetés en prison, ils étaient assassinés pendant la décennie noire, ils sont aujourd'hui en prison, et il y a des dessinateurs aussi qui sont interdits d'exercer. Et là, je voudrais aussi saluer bien sûr Riley Senouche, qui lui a été condamné à, je crois, 30 ans, en tout cas de nombreuses années de prison par contumace, et qui est pourchassé, ici même sur le territoire français, réfugié, mais pourchassé, harcelé par les suppôts du régime, et que nous avons eu l'honneur d'accueillir plusieurs fois dans nos pages, et on continuera cette collaboration. Voilà, donc notre rôle, je crois, est de continuer effectivement à documenter tout ça, et aussi à parler malheureusement du silence de la gauche, ou en tout cas de la gêne de la gauche, comme tu en as bien parlé, qui, moi, me désole en tant que femme de gauche, mais qui est une réalité. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un article pour raconter justement, je finirai là-dessus, cette phrase qu'a eue le président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale, qui s'est rendu avec une délégation de députés de gauche pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, et qui a dit « La liberté, c'est important, mais on n'est pas venu pour ça. » Et pour nous, voilà, la liberté, c'est important. Et on continuera à nous battre pour ça, voilà, avec nos armes, c'est-à-dire nos stylos. Merci. Galina Elbaz, vous êtes juriste, avocate. J'aimerais qu'on puisse profiter de vos lumières ce soir là-dessus. Qu'est-ce que le droit français dit de la liberté d'expression? Autrement dit, est-ce qu'il a tendance, parce qu'il y a plusieurs interprétations là-dessus, à la protéger ou au contraire à nous brider? Vous qui êtes une experte de ce genre de sujet pour la LICRA. Alors, merci de me poser cette question, mais je vais recentrer déjà ma parole sur le cas Sansal, pour vous dire déjà que le micro. Est-ce que ça marche? Je vais prendre le vôtre. Ouais. Alors, je vais recentrer d'abord ma parole sur le cas Boualem Sansal, parce qu'il est important de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression française, il n'y a pas de liberté d'expression algérienne, il n'y a pas de liberté d'expression marocaine, il n'y a qu'une liberté d'expression universelle. Il n'y a pas de relativisme des droits de l'homme. Je crois que c'est la base ce soir pour parler du drame que vit Boualem Sansal, enfermé, et je le dis, et je crois que je ne suis pas la seule à le dire, les membres du comité de soutien n'ont pas tari sur ce sujet, détenu arbitrairement dans un État, l'Algérie. Et je reviendrai après sur la France, que c'est le sens de votre question, mais je crois qu'on doit surtout parler de ce qui nous unit tous ici, c'est effectivement notre humanité, mais aussi nos principes fondamentaux communs. Et la liberté d'expression, ce n'est pas un principe franco-français. La liberté d'expression, elle n'est pas relative. La liberté d'expression, elle appartient à tous sur cette planète, et elle a été codifiée dès 1948, après les drames qu'ont connus la communauté internationale et l'Europe, évidemment, par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'Algérie a adhéré au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il faut le dire,
elle a signé le pacte international sur les droits civils et politiques qui consacre la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de conscience. J'ai regardé un petit peu, avant de venir, le préambule de la Constitution algérienne de 2020. Elle rappelle la liberté d'expression et les règles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je crois qu'il faut renvoyer aux grands principes qui nous fédèrent tous. Alors, tout à l'heure, Raphaël Enthoven indiquait que la grande perdante, c'est surtout l'Algérie. Oui, parce qu'elle a signé des textes. Elle a signé des textes, elle ne les honore pas, au grand détriment de l'un de ses citoyens. Alors après, juridiquement, ce citoyen, et j'ai entendu ce qu'a dit la fille de Boualem Sansal, mais je crois que c'est le nœud gordien du problème, c'est un binational. C'est un binational. Et en fait, on lui fait le procès de la double allégeance, de la double nationalité. Et je vais revenir sur votre question, sur ces propos, mais évidemment que c'est le procès de l'artiste, c'est le procès de l'écrivain, c'est le procès des idées, c'est le procès des idées, des livres, de la littérature. Mais procès, il n'y a pas eu. On a 20 minutes d'audience. Il n'y a pas 20 minutes d'audience dans un pays qui se targue d'avoir ratifié des grandes conventions internationales qui protègent les droits fondamentaux. Et il n'y a pas eu d'accès à un avocat, il n'y a pas eu de droit au recours effectif, il n'y a pas eu de traitement en détention qui soit conforme aux grands principes fondamentaux que nous avons tous ratifiés. Et de ce point de vue-là, c'est un procès inéquitable et un procès inique, un procès inadmissible. Sur la liberté d'expression en France, et j'entends sur les réseaux sociaux, je lis des choses inadmissibles quand nous, nous annonçons l'ICRA que nous allons participer avec honneur à cette soirée de soutien à Boualem Sansal autour de cette table ronde. Évidemment, il y a des commentaires élogieux, et puis il y a tous les haters habituels. Et j'ai lu quelques messages pour essayer de comprendre ce qu'on nous opposait. Eh bien, on nous oppose qu'il y aurait deux libertés d'expression, qu'il y aurait le procès de l'ingérence. Qu'est-ce que vient faire la France à venir, surtout des juristes français ou des avocats français, qu'est-ce qu'ils viennent analyser le droit des pays qui ne sont pas les leurs. Il n'y a pas d'ingérence judiciaire, on a un binational qui a le droit à une protection diplomatique française parce qu'il est de nationalité française, et au-delà de ça, on a une Algérie qui a ratifié des textes et qui doit appliquer ses propres textes. Ce qu'on nous oppose, ce qu'on lui oppose, c'est une atteinte à la sûreté de l'État dans ses écrits. On nous opposerait aussi sur les mêmes réseaux sociaux avec beaucoup de haine, mais vous faites pareil en France. Vous, la LICRA, vous êtes des censeurs. Vous, la LICRA, vous empêchez Rima Hassan de parler. Alors non, on n'empêche pas personne de parler au nom de l'antiracisme. Alors je tiens à le dire, la liberté d'expression, c'est un droit qui n'est pas absolu, évidemment. C'est un droit qui a des limites, les limites qui sont la responsabilité de la parole publique, les droits moraux d'autrui, l'atteinte évidemment aux droits des tiers, discours de haine. Boualem Sansal est un homme de paix, ce n'est pas un homme de haine. Vous me demandez notre droit, il pose la liberté d'expression comme un droit fondamental, limité aux discours de haine et aux atteintes à l'ordre public. Et vous avez un homme qui, dans tout son parcours, et j'en parle beaucoup moins que ceux qui le connaissent de près, est un homme de paix, un homme d'esprit, un homme de lumière, un homme qui a œuvré pour le rapprochement entre les cultures, qui est allé, c'était le thème de la table ronde, le courage, et qui a eu ce courage en tant qu'arabo-musulman d'aller en 2011 au Salon du Livre à Jérusalem, qui a œuvré toute sa vie pour que les peuples se rapprochent et qui a, à ce titre, obtenu, j'ai vu, le prix de la paix à Francfort en 2011. Moi, j'ai juste retenu un mot qui m'a glacé dans son texte, c'est qu'il écrivait que l'absence de liberté est une douleur qui rend fou à la longue. Et je crois que pour ne pas devenir fou, il est parti en Algérie en novembre 2024 parce que c'est son pays et que sans doute il a, comme tous les binationaux, autant d'amour pour l'Algérie que pour la France, et que pour ne pas devenir fou et rester un homme libre, malheureusement, il s'est fait embastiller. Voilà. Merci. Merci Galina Elbaz. Alors j'espère que votre micro marche. On va voir tout de suite. On va voir. Oui. Formidable. La réponse est oui. Merci Brice Couturier. Vous, le France Cultureux, si vous... J'ai quitté cette station, mais j'y ai consacré 20 ans de ma vie. C'est pas mal, 20 ans. Désormais au point, oui, si je ne me trompe pas. Que
que nous dit la philosophie de la liberté d'expression et de quelle vérité l'emprisonnement de Boualem-Sansal nous prive donc? Écoutez, j'ai trouvé cette phrase dans Boualem-Sansal: quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. C'est une phrase de Prévert, c'est une maxime de Prévert que Boualem aime beaucoup et qu'il cite dans plusieurs de ses ouvrages et dans certaines de ses interviews. Et c'est terrible de voir qu'il a écrit ça, qu'il aimait cette phrase et qu'elle définit parfaitement la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Alors, je vais faire appel à deux penseurs, un qui est celui que Boualem lui-même cite constamment et auquel il s'est fait référence dans ce livre que citait Raphaël Antoven tout à l'heure de 1084, c'est évidemment Orwell. Orwell a écrit cette phrase géniale: parler de liberté n'a de sens qu'à la condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Alors, Orwell écrit ça dans la préface inédite de La ferme des animaux. Et il explique pourquoi il faut avoir le droit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Vous savez bien que les intellectuels, théoriquement, ont la réputation d'être critiques. L'intellectuel est celui qui fait progresser le débat en apportant une critique des idées reçues et en apporte la contrepartie. Or, explique Orwell dans cette préface inédite de La ferme des animaux, il a publié ce bouquin, il a terminé ce bouquin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où la Grande-Bretagne était l'allié de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, et il n'a pas trouvé d'éditeur. Les éditeurs anglais ne voulaient pas publier ce livre qui est une parodie, une satire fantastique du monde de l'Union soviétique, transposée dans une ferme dans laquelle les animaux ont pris le pouvoir et ont chassé les humains. Il ne trouvait pas d'éditeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une satire de l'Union soviétique stalinienne. Or, la Grande-Bretagne sortait d'une alliance avec ce régime totalitaire. On avait le droit de critiquer les nazis, mais pas le droit de critiquer les soviétiques. Eh bien si, insiste Orwell, on doit avoir le droit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et les intellectuels, comme l'avait très bien montré Julien Binda, au cours du XXe siècle, ont commencé à dissimuler une partie des vérités qui les gênaient, tant qu'elles étaient des vérités qui disaient des choses désagréables sur leur propre camp. C'est cela avec quoi il faut rompre aujourd'hui. Il faut cesser de vouloir une vérité qui soit relative aux idées auxquelles on adhère, au camp auquel on se réfère, et accepter toutes les vérités et les proclamer. Pourquoi? Et là, je fais appel à un deuxième intellectuel que j'aime beaucoup, mais qui ne cite pas Boualem-Sansal. C'est John Stuart Mill, dans son essai de la liberté en 1859. Il écrit la chose suivante: imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est la voler à l'humanité. Je crois que ça s'explique bien à Boualem-Sansal. En effet, qu'est-ce que veut dire John Stuart Mill? Il l'explique, c'est pas moi qui l'invente, il l'explique dans la suite de son bouquin. Non seulement, quand vous privez d'une vérité nouvelle, d'une vérité tout court, les contemporains, vous en privez également leurs descendants pendant des générations. Pourquoi? Parce que soit, si cette opinion est juste, on prive ceux qui ne la connaissaient pas d'une occasion d'échanger leur erreur contre cette vérité qui leur apparaît enfin. Et puis même, si cette vérité, si cette opinion est fausse, eh ben, ceux qui étaient d'une opinion contraire, ceux qui possédaient cette vérité, ont appris à argumenter, à développer des arguments qui leur permettent de mieux démontrer la justesse de leur thèse. Donc dans tous les cas, dissimuler une vérité, encore une fois, dissimuler une opinion, qu'elle soit juste ou fausse, c'est priver l'humanité d'un progrès dans la découverte de la vérité. Encore faut-il qu'on ne soit pas dans le nihilisme et le relativisme qui caractérisent une bonne partie de nos intellectuels aujourd'hui et qui expliquent certainement pourquoi, parce qu'il n'est pas de notre camp, parce qu'il dit des choses que nous n'avons pas envie d'entendre sur l'Algérie, sur l'islamisme et sur d'autres maux qui menacent nos sociétés, certains ne veulent pas entendre Boualem-Sansal et veulent l'empêcher de parler et sont d'accord avec ceux qui l'ont bouclé dans une prison pour le tuer. Je cite Mill. Si rares sont les faits qui parlent d'eux-mêmes, nos erreurs sont rectifiables par la discussion et par l'expérience. Voilà, moi je suis convaincu que Boualem-Sansal est l'Orwell de notre temps, est l'homme qui nous dit
ce qui nous menace, parce qu'il a l'expérience de ce qui s'est produit dans son propre pays, il sait ce qui nous menace, nous, ici, il nous l'a montré dans ses écrits, dans ses interviews et dans ses livres, et c'est bien ça que certains d'entre nous ne veulent pas entendre. Merci. Merci à tous les quatre pour vos interventions et vraiment de haut niveau. Je crois que la salle a vraiment apprécié. Je vais vous inviter à regagner vos fauteuils. Et nous allons passer à de courtes interventions. Il y a la malédiction des micros. Alors, c'est bon, ça fonctionne. Je vais appeler tout d'abord, donc plusieurs personnes vont se succéder. On est parti de l'idée que les interventions seraient relativement brèves. Je compte vraiment sur votre sens de la synthèse à tous. Et le premier écrivain que je vais appeler à la tribune est l'écrivain franco-algérien Kamel Benchek. Merci Kamel. Il y a quelque temps, à l'Assemblée nationale, j'ai lu un texte en direction de Boualem. Et aujourd'hui, je vais lui lire une autre lettre, alors que Gilbert Abergel va écrire une lettre d'amour au président algérien. Alors, je vais vous lire la lettre que j'ai écrite à Boualem. C'est toujours comme ça quand on cherche. Excusez-moi. Voilà. Cher Boualem, je t'écris aujourd'hui avec la gravité d'un frère en humanité et l'amitié fervente qui ne recule devant rien. Tes mots sont des éclats de lumière dans la nuit, des braises qui brûlent sans consumer, des cris silencieux qui réveille les consciences. Tu connais la morsure des dictatures, ces régimes qui étouffent les voix, qui défigurent les corps, qui rongent les âmes. Elles permettent l'éternité et ne laissent derrière elles que sable et oubli. Pourtant, mon Boualem, tu écris. Tes phrases tremblent parfois, mais ne cèdent jamais. Elles sont des armes fragiles, invincibles, des lampes d'exil que tu brandis pour que d'autres puissent voir. Tes livres traversent le feu et n'emportent que l'éclat. Ils racontent la douleur des peuples, la mémoire des opprimés, la lumière des résistances. Ils disent que la vérité n'a pas de prix, que la dignité est plus forte que la peur, que la lucidité est un trésor que nul ne peut confisquer. Boualem, ton combat est aussi le nôtre. Tu nous rappelles que l'écrivain que tu es n'est jamais seul quand il choisit la vérité, quand il prend le risque de dire ce que le monde voudrait taire. Nous ne pouvons pas trahir cette lumière, la tienne, ni la laisser s'éteindre. Dans un monde saturé de mensonges, ta voix reste une étoile fixe, une lampe derrière l'exil, une promesse que la liberté peut encore fleurir. Cher Boualem, mon ami, je t'adresse cette lettre avec gratitude, avec compagnonnage et la certitude que la poésie et la vérité sont plus fortes que toutes les prisons, plus puissantes que toutes les menaces des dictateurs. Avec toute mon amitié fraternelle, je t'embrasse. Merci.
Merci Gamel. Marie Cabrette, présidente du Printemps républicain. Ça a été rappelé tout à l'heure, le 15 avril 2025, en tant que fille et en tant que citoyenne du monde libre, Nawal et Sabea ont écrit et envoyé une lettre intitulée « Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas notre père ». Je suis une citoyenne, laïque, féministe, de ce monde libre, parce que démocratique, et présidente du Printemps républicain. J'ai lu l'écrivain Boualem Sansal qui a tant de fois répété son amour de la langue et de la culture française qui sont pour lui, je le cite, un magnifique champ à labourer pour vivre de ses fruits et nous en enrichir. J'ai écouté l'homme inquiet et en colère contre la bêtise, l'ignorance, le déni, le silence et aussi la complaisance avec un poison qui se répand et qu'il connaît bien, une idéologie totalitaire, barbare, qui menace notre monde libre, haineuse, tellement haineuse, l'islamisme. Ces nombreuses alertes de Boualem ont vivement et douloureusement résonné dans mes oreilles, car je suis aussi celle qui transmet l'œuvre et la mémoire de Charb, directeur de publication, journaliste, dessinateur, assassiné le 7 janvier 2015 avec ses camarades lors de l'attentat islamiste dans les locaux de Charlie Hebdo. À ce titre, j'ai relevé quelques points communs entre Charb et Boualem, je vais faire très vite. Le talent de la plume, bien sûr, l'ironie mordante pour répondre aux cons et aux crapules, et l'éclat de rire aux lèvres, parce que le rire, ça les déstabilise, les cons et les crapules. Et sur le fond, de la plus vive répulsion de tout enfermement communautaire à la détestation intense des dominations et des servitudes, quelles qu'elles soient. Et le courage de le dire, malgré les menaces, intimidations en tout genre, insultes, mensonges, crachats, de la diffamation. Beaucoup a été dit ce soir, et il faudra impérativement le redire, l'écrire, le dessiner encore et encore, exiger la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal, de Christophe Glaise, d'Ibtissam Lashgar Betty, de Sharifeh Mohammi, militant des droits humains, condamné à mort en Iran, condamnation confirmée, qui risque de se retrouver pendu au bout d'une rue, toutes ces voix libres et combatives, et aussi de tous nos otages d'État, dictatoriaux et sanguinaires, pléonasme. Pour conclure, et parce que le président de la République n'a pas pris la peine de répondre, manifestement, il préfère les chanteuses. Nous partageons profondément avec Boualem Sansal, pour reprendre les mots de cette lettre ouverte, cette foi, oui, oui, cette foi en l'universalisme, en la dignité, en la liberté d'expression, et je veux insister ce soir sur une promesse, la nôtre, la vôtre, toutes et tous, cher Nawal, cher Sabea, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais seuls, jamais. Et notre promesse, sans aucun oui mais, aucun, elle sera tenue jusqu'à sa libération. Merci. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Oui, j'ai bien connu Boualem pendant les presque 8 ans que j'ai passés en Algérie, et je dois dire que Boualem, c'est la gentillesse même. Je le dis devant sa fille, Boualem, c'est quelqu'un de gentil, et on ne peut pas arrêter, emprisonner quelqu'un d'aussi gentil. Il a été condamné, Boualem Sansal, il faut le rappeler, à 10 ans de prison pour 2 motifs. Le premier,
c'est l'atteinte à l'intégrité territoriale à cause de ses propos sur le Maroc. Et le deuxième motif, c'est pour intelligence avec l'ennemi et atteinte à l'honneur de l'armée. Et pendant le procès qui a eu lieu au mois de mai, puis en appel au mois de juin, le procureur de la République algérienne a développé ces points et a développé notamment le motif d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire pour avoir échangé un SMS avec moi, puisque j'avais dîné avec lui, avec Boualem, le 15 novembre, la veille de son arrestation et de son retour à Alger. Et dans ce SMS, je peux le citer, puisqu'on lui a confisqué à lui son téléphone, et on a repris, le procureur de la République a repris ce SMS, mais moi j'ai toujours mon téléphone, on ne l'a pas confisqué. Et ce SMS, je vais vous le lire. Boualem écrivait ceci. « Merci Xavier de rappeler à ceux qui croient qu'en Algérie, on vit dans le bonheur parce qu'on a du pétrole et Shengria. » Shengria, c'est le chef d'état-major de l'armée. Le gouvernement algérien relève de la psychiatrie, il faut appeler l'OMS. Et il enchaînait, il était prémonitoire, dirais-je, il enchaînait en écrivant « La stratégie de Macron est de ne pas réagir ni aux insultes, ni aux humiliations, ni aux sanctions économiques. L'ennemi finira par se fatiguer et finira par se rendre et même par nous aimer. C'est la philosophie élyséenne, Jésus est revenu. » Donc voilà, je vous laisse méditer ces échanges de SMS avec Boualem qui lui ont valu, encore une fois, 10 ans de prison. Et n'oublions pas non plus Christophe Glaise, ainsi que d'autres Français, également franco-algériens qui sont incarcérés en Algérie. Et Christophe Glaise, lui, est condamné pour apologie du terrorisme parce qu'il a fait une enquête sur la JSK, le club de football de Kabylie. Voilà, merci. Merci Xavier. Riley Sainouch, à qui on doit ces dessins que vous voyez, va venir dire un mot. Il est donc dessinateur de presse, algérien, réfugié en France. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Jean-Michel Blanquer de m'avoir invité. Merci à tous les organisateurs. Merci aussi au comité de soutien de Boualem Sansal depuis des mois. J'ai été témoin qu'ils donnaient de leur temps, de leur énergie pour cette noble cause. Merci aussi à Marianne, à Eve et à Rachel depuis des mois qui font tout leur possible pour ne pas cesser ce combat, parce qu'il faut savoir que le régime algérien, c'est un régime dictatorial, c'est un régime voyou. Donc, l'une de ses stratégies, c'est le temps. Lui, il mise sur le temps, sur l'épuisement de ses adversaires et sur l'usure. Et justement, il ne faut pas tomber dans ce jeu. Pour arrêter, il faut continuer. Et ce qui m'a un petit peu ému, il y a beaucoup d'émotions parce que j'ai vu pour la première fois la fille de Boualem Sansal, surtout avec son témoignage. J'ai vu Marika Brett, j'ai vu aussi pour la première fois Philippe Val, parce qu'avant, quand j'ai commencé, je dois le dire, en Algérie, mes références avec Boualem Sansal, qui est un lanceur d'alerte, qui nous a ouvert les yeux. C'est une dictature, donc on a besoin de voix, des gens qui nous inspirent. Et moi, j'ai trouvé ça dans Charlie Hebdo, dans Le Canard enchaîné, avec Cabu, avec Coluche, qui j'ai appris tous ces sketchs. J'ai vu toutes ces interviews. Même quand je suis arrivé en France, la première chose que j'avais faite, avec ma copine à l'époque en 2014, j'ai passé toute la journée pour trouver le siège de Charlie Hebdo. J'ai fini par voir Luz, il m'a dit
Il n'y a personne parce que c'était le bouclage, c'était un lundi, je suis arrivé, j'ai commencé à 14h, je suis arrivé à 18h30. Même les policiers à l'époque, ils ne connaissaient pas Charlie Hebdo. Donc, je me rappelle juste, il y a un fourgon de policiers, puis il m'a dit de revenir un mercredi. Et de là, moi, je voulais juste prendre des photos et voir les personnes que j'admirais, pour leur talent, pour leur courage, parce que c'est grâce à eux que je faisais du dessin, que je critiquais. C'était ma source d'inspiration. Je voulais être comme eux. Et la surprise, c'est que Cabu, il est revenu, il y avait Georges Wolinski, Ries, ils étaient tous là, et il m'a dit, voilà ce que ça te dit, à partir de lundi, tu seras avec nous. Et ben, de mercredi jusqu'à lundi, je ne dormais pas. Je n'arrive pas à croire. C'était incroyable. Ben, de mois de mars 2014 jusqu'à janvier, je faisais des allers-retours jusqu'au dernier email de Sharp pour me dire qu'on a publié mon dernier dessin avant les attentats. C'était sur Bouteflika à l'époque. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant, à l'époque de Bouteflika, il y avait une marge de manœuvre. On pouvait parler. C'était un état policier. Je me faisais licencier par un quotidien. L'après-midi même, il y a un autre journal qui me contacte pour me proposer à travailler. J'ai fini par être licencié par tous les médias. J'ai fini moi-même par créer mon propre média. Je suis devenu responsable d'un média en Algérie. Pendant 18 mois, jusqu'au jour où il y avait une ESTN, les arrestations ont commencé. Et là, j'étais obligé, pour sauver ma peau, c'était l'instinct de survie. Je me disais à l'époque, Lounes Matoub était mort. On se disait entre nous, parfois il y avait un certain découragement, on se disait il est mort pour rien. On a assisté à la décennie noire, il y a 128 morts, des jeunes qui sont morts à côté de nous pour rien. Pendant la décennie noire, plus de 200 000 morts pour rien. Mes amis de Charlie Hebdo, ils étaient morts, tout le monde sortait, je suis Charlie. Au bout d'un moment, on les a oubliés, on a passé à autre chose. La liberté d'expression, on ne parlait plus de ça. Et aujourd'hui, c'était le tour de Boualem Sansal. Et demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre, ce sera votre tour, n'importe qui ici. Je me rappelle, je vais essayer d'être bref, quand je lisais par exemple des livres d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. C'est-à-dire les régimes dictatoriaux qui utilisent le divertissement pour contrôler la population. Puis, 1984, dont Boualem Sansal s'est inspiré de George Orwell de 2084, c'était le contrôle par les interdits. Et aujourd'hui, avec le régime algérien, c'est le contrôle par c'est le mélange. Il utilise l'islamisme, dont Boualem Sansal était le lanceur d'alerte. Il utilise le divertissement pour endormir le peuple, avec surtout le virus du nationalisme, avec TikTok, avec les matchs de football, avec la religion. Et il égala sans arrêt pour que le peuple se défoule, mais on oublie les vrais problèmes. Et je pense que le service qu'on va rendre à Boualem Sansal, c'est de continuer, que ce soit à Boualem Sansal et à toutes les victimes de Charlie Hebdo. Et il faut continuer. Il ne faut pas oublier aussi qu'en Algérie, dans moi-même, je suis condamné à 30 ans de prison ferme pour des dessins. D'ailleurs, j'ai une petite fille qui aime dessiner. Comment expliquer à un enfant qu'on est condamné pour des dessins sur Tebboune à 30 ans, c'est... Et le ministre algérien de la communication a fait une confidence dans le privé qu'un journaliste a repris. Il avait dit qu'il y a 40% des Algériens qui sont sous ISTN, c'est-à-dire interdiction de sortie du territoire national. Il y a plus de 30 000 entre arrestation et emprisonnement en Algérie depuis 2020. Et malheureusement, et ça fait mal de le dire, mais je vais le dire quand même, je n'ai pas fui seulement l'Algérie pour fuir la dictature d'un régime totalitaire, je n'ai pas seulement fui l'islamisme, mais j'ai fui aussi une partie de la population.
il faut dire qu'il y a des gens, Philippe Val l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils sont victimes de la propagande du régime. Ils sont victimes et complices en même temps. C'est des gens qui répètent matin, midi et soir la propagande et les éléments de langage du régime algérien. C'est-à-dire, comme disait un militant africain, je me sers de cette main droite pour me battre pour le progrès, pour l'avancement et contre les dictateurs, et je me sers de cette main gauche pour me battre contre ceux à qui je suis censé défendre. Parfois, on se bat contre plusieurs fronts à la fois. Et je vous remercie tous d'être là, parce que c'est une cause noble, universelle. Soutenir Boualem Sansal n'est pas seulement soutenir un homme de 80 ans, et surtout il est innocent, et surtout pour ceux qu'il représente pour la liberté d'expression. Et merci. Merci, Rilas. Je vais appeler maintenant l'élu Renaissance à Roigny-sous-Bois, Shannon Seban, qui va nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. Très difficile de passer après vous, Guilès Anouche, tant vos propos sont sincères et surtout alarmants sur la situation qui est celle du régime algérien. Moi, je voudrais tout d'abord commencer à saluer très sincèrement Jean-Michel Blanquer et toute son équipe du Laboratoire de la République de nous réunir ce soir pour parler d'un sujet si important. Bien évidemment, remercier également le comité de soutien international à Boualem Sansal, présidé par Noël Lenoir et Arnaud Benedetti, l'ensemble de ses membres, parce qu'effectivement, depuis la détention de Boualem Sansal en novembre 2024, je crois que nous ne chômons pas jour et nuit pour multiplier les actions et demander instamment sa libération. Sa condamnation, sa détention est arbitraire et nous avons aujourd'hui affaire à un régime algérien qui n'a de cesse que de nous défier chaque jour. Mais je voudrais aussi saluer la présence dans cette salle de la fille de Boualem Sansal, Sabéa, et l'applaudir encore une fois très sincèrement. Je n'ose imaginer à quel point il est difficile de prendre la parole, de répondre aux médias, de s'exprimer sur ce sujet. Et je sais à quel point votre douleur est immense, mais sachez encore une fois que vous n'êtes pas seul et nous serons mobilisés avec vous jusqu'à la dernière minute pour obtenir sa libération. Comptez sur notre soutien. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Boualem Sansal en septembre 2024. Il y a un an à peu près, et je garde en mémoire l'image d'un homme humble, incroyablement brillant bien sûr, mais surtout habité par une force tranquille et une détermination hors du commun pour lutter contre l'islamisme radical et les dérives d'un régime algérien théocratique et répressif. Il incarne ce courage rare qui se manifeste dans la simplicité et dans le refus obstiné de ne pas céder à l'intimidation. Quelques mois plus tard, en novembre 2024, nous avons appris avec effroi son arrestation. Et voir Boualem Sansal emprisonné et réduit au silence, c'est non seulement une atteinte à sa liberté, mais aussi à la nôtre. Soyons lucides, et il faut le dire sans aucune ambiguïté, le régime algérien défie chaque jour la France et se moque de l'opinion internationale. Ce régime parie sur notre passivité, sur le fait que notre indignation s'essoufflera, et il faut le dire, la diplomatie à ce jour n'a pas suffi. Et je voudrais ici vous citer un extrait de 2084, La fin du monde, ouvrage absolument remarquable de Boualem Sansal parmi tant d'autres. Et il a cette phrase: « Avec les loups, il faut hurler ou faire semblant de hurler. Beuler est la dernière des choses à faire. » Il avait finalement raison. Face au régime algérien, nous devons hausser le ton. Le langage de la force est finalement le seul qu'un pouvoir autoritaire comprenne. Alors depuis plusieurs mois, nous multiplions les actions, les tribunes, les appels d'intellectuels, les mobilisations publiques pour sensibiliser l'opinion française, mais aussi européenne et internationale. Mais cela ne suffit pas encore. Aujourd'hui, j'appelle à une mobilisation de chaque instant, que le visage de Boualem Sansal soit partout,
que son nom soit rappelé tous les jours, que personne ne puisse ignorer son sort. Tout simplement parce que la libération de Boualem Sansal, c'est bien évidemment une exigence morale, mais c'est aussi un combat universel. Défendre sa liberté, c'est défendre bien sûr, et on l'a rappelé, la liberté de penser, la liberté d'écrire, de critiquer partout dans le monde. Nous n'avons pas le droit de laisser un tel homme disparaître derrière les murs d'une prison dans l'indifférence. Liberté pour Boualem Sansal, liberté pour Christophe Glaise, liberté pour toutes les voies libres dans le monde. Merci Shannon Seban. Une autre politique, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français hors de France. Nous ne détournerons pas le regard. Ce soir, nous décidons collectivement de ne pas détourner notre regard face à une dictature qui enferme comme on respire et dont la définition de la justice n'a d'égal que l'arbitraire des décisions qu'elle impose. Ce soir, nous décidons collectivement de ne pas détourner notre regard face à la privation de liberté d'un homme libre, devenu, bien malgré lui, un otage politique. Nous décidons collectivement de ne pas détourner notre regard face à un homme de paix qui souffre depuis plus de 9 mois, mais qui sait sans aucun doute qu'au-delà de la volonté d'un régime décidé à le faire taire, il continuera à écrire, à dire et à penser. Penser les droits de l'homme, pas ceux qui varient selon l'identité de la victime ou de son bourreau, mais ceux qui valent pour tous, partout, dans leur universalité. Penser l'islamisme qu'il combat depuis tant d'années avec lucidité parce qu'il sait combien cette idéologie fascisante saccage nos valeurs, bouleverse nos âmes et violente notre histoire commune. Penser le courage et la dignité en choisissant la plume comme arme et la vérité comme boussole, tandis que des barbares, assoiffés de sang, de Samuel Paty à l'Algérie, de Charlie Hebdo au 7 octobre, filment et jouissent des égorgements, des viols et des décapitations pour ériger la cruauté en victoire. Pensez aussi les nouveaux alliés du pire, déprogrammés de l'humanité au nom des droits humains. Une extrême gauche hystérisée, complice des fanatiques qui préfèrent livrer un écrivain embastillé au procès de l'injustice plutôt que de défendre la laïcité qu'elle choisit quotidiennement de poignarder. Chers amis, face aux ténèbres qui se nourrissent de l'indifférence, inspirons-nous du courage de Boualem Sansal, de sa résilience sans doute, car son combat, vous n'en doutez pas, est le nôtre. Ne laissons pas jamais la peur dicter nos silences. Ne détournons pas notre regard. Défendons cette liberté d'expression qu'il incarne parce que c'est elle qui nous permet de rester libres, de vivre dans une société ouverte, juste et éclairée. L'emprisonnement de Boualem Sansal nous rappelle à tous que la liberté de penser, d'écrire, de dire reste un combat permanent à mener pour chacun d'entre nous, citoyens, élus, intellectuels, professeurs, militants, artistes, écrivains, journalistes. Je voudrais ici rendre à nouveau hommage au travail remarquable du comité de soutien de Boualem Sansal et de sa présidente, Noël Lenoir, qui veille sans relâche à protéger cette liberté, flamme, fragile et précieuse. À nous de l'entretenir, cette flamme, et de faire qu'elle ne s'éteigne jamais. À nous d'œuvrer pour une mobilisation internationale, à l'Assemblée et ailleurs, dans les rues, de grande ampleur, afin de contraindre le pouvoir algérien de cesser de martyriser un poète,
universelle, pour que demain, Boualem Sansal et tant d'autres puissent continuer de s'exprimer librement, sans crainte, et que leurs mots, leurs idées continuent d'éclairer notre monde. Nous ne détournerons pas le regard. Je vous remercie. Merci, Caroline Yadan. Gilbert Abergel, président du comité Laïcité République. Bonsoir. J'espère sincèrement que le changement de stratégie qui nous a été annoncé par Arnaud tout à l'heure permettra de réussir à faire sortir Boualem de sa prison. Mais jusqu'à présent, ça va, c'est mieux là. Mais jusqu'à présent, force est de constater que nous avons été un peu déçus par toutes les tentatives qui ont été faites justement pour le faire sortir. Alors, cher Kamel, ce n'est pas une lettre d'amour, c'est une adresse que j'ai imaginée à M. Tebboune, président de la République d'Algérie. Monsieur le Président, depuis le 16 novembre 2024, vous détenez dans vos geôles l'écrivain Boualem Sansal, coupable, selon vous, d'atteinte à la sûreté de l'État. Les nombreuses réactions suscitées par cette arrestation, dénonçant son caractère injuste, n'ont eu aucun effet sur le processus qui a conduit Boualem Sansal à une condamnation à 5 ans de prison, en dépit de la faiblesse des charges et de son état de santé. Vous avez affirmé que l'Algérie devait rester maîtresse de la conduite de ses affaires, tant politiques que judiciaires, et en cela, on ne saurait vous donner tort, quelle que soit l'appréciation que chacun peut avoir de cette politique. La justice algérienne a parlé, s'est prononcée, les médias officiels ont relayé l'approuvant cette décision. Nous ne pouvons qu'en prendre acte. Ne reste aujourd'hui à Boualem Sansal et à ceux qui l'attendent que la grâce présidentielle que vous ne lui avez toujours pas accordée. Nous l'avons pourtant espéré, nous y avons cru. Nombre de mes amis algériens, qu'ils résident dans votre beau pays ou qu'ils aient choisi l'exil et son lot de nostalgie, espèrent encore cette grâce. Pour ne pas gêner les négociations que nous imaginions engagées entre notre République et vous-même, nous nous sommes tus. Nos diplomates se sont fait discrets. Nous espérions, par la modération de nos manifestations de soutien, ne pas perturber le cours des échanges. Nous avons à peine haussé le ton contre ceux qui, au sein même de notre République, trouvaient légitimes les accusations formulées à l'encontre de Boualem, alors que pour nous, il n'est que la victime collatérale d'un conflit inter-État à forte dimension passionnelle. Mais comme je vous l'ai déjà concédé, votre justice a parlé. Monsieur le Président, vous savez que l'incarcération de Boualem ne réglera pas la question du Sahara. Elle ne permettra pas de faire de ces 130 ans de colonisation une histoire achevée, donnant lieu à un récit partagé. Sa place n'est pas en prison. Boualem Sansal est un écrivain, romancier confronté à la violence du monde et auquel, du fond de sa solitude, il propose par son écriture une voie vers le bien. Il nous aide. Écoutez, Monsieur le Président, et jugez vous-même, ce sont des mots extraits de l'un des romans de Boualem. Bienvenue dans la tente du cheikh. Elle sentait bon le poil de chameau choyé, la laine de mouton peigné, le luxe dépouillé. Tapis, pouf, théière, triptyque magique, il évoque des voluptés profondes comme des tombeaux. Une gazelle soyeuse trottinait mollement autour du mât, c'est le chat de la maison. Un canoun rabougri, habillé d'une chasse de cuivre, consommait tranquillement son encens. Sur une pierre de chevet, un céladon taillé dans une rose des sables. Sont cela, Monsieur le Président, les mots d'un conspirateur, de l'ennemi de son pays, de son histoire et de ses traditions, ou la poésie d'un auteur de talent, une musique qui nous invite au rêve? La place de l'écrivain, Monsieur le Président, n'est pas en prison. Monsieur le Président, Boualem Sansal a présidé le jury du prix de la laïcité du Comité Laïcité République en 2013 et fut lauréat de ce même prix en 2019. La prochaine cérémonie aura lieu fin novembre dans les salons d'honneur de la ville de Paris, avec Pascal Bruckner, président du jury, avec tous ceux qui ont assisté à sa remise de médaille et qui ont pu entendre le discours que Boualem, à l'occasion de cette récompense, avait délivré, une ode à la liberté, absolument magnifique. Avec tout cela, nous l'attendons pour ce jour. Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porter à cette missive, je vous adresse, Monsieur le Président, les salutations d'usage. Merci beaucoup, Gilbert Abergel. Et avant d'ouvrir la séance de dédicace des ouvrages qui aura lieu de l'autre côté de ces portes battantes, on vous propose une séquence
Boualem-Sansal dans le texte, je vous propose d'accueillir Stéphane Fraisse pour une lecture. Ah, je le fais. Non, mais c'était essentiel de le dire là. Ah, ben c'est super, merci. Ben, en attendant, je vais remplir le silence en disant que je suis très, très heureux. Merci Jean-Michel, merci à toute l'organisation de me convier à ce moment parce que je suis très fier d'être là, parce que je dois avouer que je ne connaissais pas la littérature de Boualem-Sansal, que grâce à vous, j'ai découvert un auteur absolument merveilleux. Et que certes, lire quelques lignes de son livre ne le feront pas sortir de prison, mais vont déjà faire un premier pas pour le sortir du silence dans lequel il est plongé, et j'en suis très heureux. Alors, on m'a dit, c'est la fin de soirée, ils sont fatigués, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup parlé, il faudrait que tu fasses court, sinon tu vas les perdre. Et j'ai décidé de désobéir. Non, mais ce que je vais vous lire, c'est marrant parce que ça a été cité tout à l'heure, je ne sais plus par qui, et j'ai choisi effectivement sur les conseils avec Delphine de Kamel Daoud qu'on a appelé, de vous lire quelques très courts passages du village de l'Allemand. J'ai fait un montage de 2h50 qui vous permet de... Je suis sûr que s'il était là, il serait heureux d'entendre tous ces rires. Parce qu'en fait, il y a énormément d'humour dans sa manière de traiter des sujets aussi graves que celui qu'il aborde. Et j'ai souvent souri en lisant certains passages. Voilà, donc je vais vous lire... En fait, j'avais prévu de vous lire un peu plus que ce que je vais vous lire, mais comme c'était très long, je vais raccourcir un peu. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et pour vous mettre l'eau à la bouche sans vous raconter le livre, c'est l'histoire de deux frères. C'est la remontée à travers une famille, la famille Schiller. L'un, Malrich, est un petit gars de la cité qui a mal tourné et dont la vie va changer le jour où son frère, donc l'autre, Rachel, va disparaître, va se suicider, et on va découvrir donc des cahiers qu'il a laissés, et c'est la lecture de ces cahiers que je vais vous lire, enfin, quelques lignes de la lecture de ces cahiers. Voilà. Bon voyage avec Boualem-Sansal. Donc c'est d'abord Malrich, le petit gars de la cité, qui commence et qui dit j'ai eu du mal à lire le journal de Rachel. Son français n'est pas le mien, et le dictionnaire ne m'aidait pas, il me renvoyait d'une page à l'autre. Un vrai piège, chaque mot est une histoire en soi imbriquée dans une autre. Quand tu veux te souvenir de tout. Et je me suis rappelé ce que disait M. Vincent, mon patron au garage. Il me disait, l'instruction, c'est comme le serrage de boulons. Trop, c'est trop. Et pas assez, c'est pas assez. Et j'ai quand même beaucoup appris. Et plus j'apprenais, plus j'en voulais. Voilà. Tout a commencé le lundi 25 avril 1994 à 20h. Un drame qui en entraîne un autre, qui en révèle un troisième, le plus grand de tous les temps. Rachel a écrit « Je ne me sentais pas de vraies attaches avec l'Algérie, mais tous les soirs, à 20h tapantes, j'étais devant le poste de télé à attendre les nouvelles du pays. Il y a la guerre là-bas, une guerre sans visage, sans pitié, sans fin. On a dit tant de choses, les unes plus terribles que les autres, que j'ai fini par me persuader qu'un jour ou l'autre, où que nous nous trouvions, quoi que nous fassions, d'une manière ou d'une autre, cette monstruosité nous atteindrait. J'avais autant peur pour ce pays lointain, mais pour mes parents qui s'y trouvaient,
que pour nous qui étions là, à l'abri de tout. Ce que je sais de l'Algérie, je l'ai su par les médias, par mes lectures, par les discussions avec les copains. Au temps où j'habitais la cité, chez tonton Ali, j'en avais une perception trop vraie pour être réelle. Les gens jouaient à être algériens plus que la vérité ne pouvait le supporter. Rien ne les obligeait, mais ils sacrifiaient au rituel avec tout l'art possible. Émigré on est, émigré on reste pour l'éternité. Le pays dont il parlait avec tant d'émotion et tant de tempérament n'existe pas. L'authenticité qu'il regarde comme le pôle nord de la mémoire, encore moins. L'idole porte un cachet de conformité sur le front trop visible. Ça dit le produit de bazar, contrefait, artificiel et ô combien dangereux à l'usage. L'Algérie était autre. Elle avait sa vie. Et déjà, il était de notoriété mondiale que ces grands dirigeants l'avaient saccagée et la préparaient activement à la fin des fins. Le pays vrai est celui dans lequel on vit. Les Algériens de là-bas le savent bien, eux. Le drame dans lequel ils se débattent, ils en connaissent l'alpha et l'oméga. Et s'ils ne tenaient qu'à eux, les tortionnaires auraient été les seules victimes de leur basse œuvre. C'est tombé à l'ouverture du JT le 25 avril 1994 à 20h. Une nouvelle tuerie en Algérie. Hier soir, un groupe armé a investi un village ayant pour nom Ain Deb et passé tous ses habitants au fil du couteau. Selon la télévision algérienne, cet énième massacre est encore l'œuvre des islamistes du GIA. J'ai bondi en poussant un cri. Mon Dieu, c'est pas possible. Ce que je craignais est arrivé. La barbarie nous avait atteints. Je suis tombé hébété, je suais, j'avais froid, je tremblais. J'avais devant les yeux, au fond de mon cœur, le visage de mes parents, infiniment vieux, infiniment effrayés. Ils m'appelaient au secours. Ils tendaient les bras vers moi pendant que des ombres archaïques les tiraient violemment en arrière, les jetaient à terre, leur écrasaient la poitrine sous le genou, leur plantaient le couteau dans la gorge. Je voyais leurs jambes s'agiter pendant que la vie paniquée s'enfuyait de leur vieux corps. Je croyais connaître l'horreur. Nous la voyons partout dans le monde. Nous en entendons parler tous les soirs. Nous en savons les ressorts. Des experts nous en expliquent quotidiennement la terrible logique. Mais en vérité, on ne connaît l'horreur que la victime. Et là, j'étais une victime. La victime, le fils des victimes. La douleur est vraie, profonde, mystérieuse, indicible, destructrice. Elle se doublait d'une interrogation profonde et poignante. Le lendemain, à la première heure, j'ai appelé l'ambassade d'Algérie à Paris pour savoir si mes parents figuraient parmi les victimes. On m'a renvoyé d'un poste à l'autre, j'ai patienté en haletant et à la fin, une voix polie s'est manifestée. Quel nom dites-vous, monsieur? Schiller. S-C-H-I-2-L-E-R, Aïcha et Hans Schiller. Pendant qu'il trifouillait ses papiers, je suppliais Dieu de nous épargner. Et la voix polie est revenue me dire d'un ton soulagé, « Rassurez-vous, monsieur, ils ne sont pas sur la liste. » Oui, quoi? Non, en revanche, j'ai une Aïcha Majdali et un Hassan Hans dit Mourad. Ça vous dit quelque chose? C'est ma mère et mon père. Ai-je répondu en retenant mes larmes. Veuillez accepter mes condoléances, cher monsieur. Mais pourquoi ne sont-ils pas mentionnés sous leur nom, Aïcha et Hans Schiller? Je ne saurais vous dire, monsieur, la liste nous vient d'Alger, du ministère de l'Intérieur.
Et là, c'est Malriche, son frère, qui reprend la parole et qui dit Rachel ne m'avait rien dit. Moi, je regarde jamais la télé, les copains ne savent même pas que ça existe. Rester assis à suivre des images, à écouter des discours, on rêve pas de ça. Ou alors si j'ai entendu parler du massacre, c'est en passant. J'ai pas prêté attention. Ain Deb, l'Algérie, ça me disait pas grand-chose. On savait la guerre dans ce pays, mais de loin. On en parlait comme de n'importe quelle guerre, comme Kaboul, l'Afrique, Moyen-Orient, Bosnie. Les copains viennent tous de quelque part où court la guerre, où frappe la famine. On cause en général sans nous arrêter au particulier. Notre vie à nous, c'est la cité, l'ennui, la chape de plomb, les crises entre voisins, la guerre des clans, les opérations commando des islamistes, les descentes de police, les échauffourées, les descentes de police à nouveau, et puis le va-et-vient des dealers, les brimades des grands frères, les manifs, les rassemblements funèbres. Il y a les fêtes familiales, oui c'est sympa, mais bon, c'est pour les femmes. Les hommes restent en bas de l'immeuble à compter les courants d'air. Non, nous, le reste du temps, on s'ennuie comme des rats, on se met dans un coin et on attend que ça passe. Merci. Merci Stéphane Fraisse pour ce Boualem Sansal dans le texte et pour cette lecture. La soirée s'achève ici, elle s'achève, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer, vous faire dédicacer des livres de l'autre côté de ces portes. Et puis, bien entendu, le cycle de conférences se poursuit à partir de demain, que je ne dise pas de bêtises, 9h. 9h, à la mairie d'Autun. Pour des ateliers, cette fois-ci, des ateliers autour de thématiques extrêmement différentes, variées. Il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup, merci d'avoir été aussi attentifs et bonne fin de soirée.